Mais d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation, pour l'accueil que vous m'avez réservé et pour la place qui est faite aussi aux praticiens dans ce dispositif du séminaire. Elle apparaît pas la dia ou bien c'est Si, normal si, que je... elle arrive. Elle arrive. Je vous ai sélectionné une image de Segantini qui met en scène ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui dans mon propos. Donc, on voit, je ne sais pas si on voit l'image déjà, on voit une mère qui est attachée à un arbre avec au bout de son sein un enfant qui est presque éjecté. On la voit ou on ne la voit pas? Est-ce qu'elle est diffusée? Pas encore. Est-ce que Cédric, tu as l'image? Grave. Mais- La voici. Merci. La voici presque. Si elle est centrée, on la voit bien. Voilà. Et donc, j'avais envie, ce qui m'a saisi dans cette image et la raison pour laquelle je l'ai retenue, c'est le mouvement. Et donc, j'ai très envie de vous introduire à un mouvement qui me paraît important de repérer dans la négligence et avec lequel on est très souvent en lutte, qui nous met en échec, nous les intervenants, et qui, du coup, nous oblige à penser. Alors, la clinique de la négligence, je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette clinique, si on peut utiliser le mot d'extraordinaire, c'est qu'elle est enseignante. Et c'était largement partagé, en tout cas aujourd'hui, dans la mesure où on a vu que cette clinique nous obligeait à nous départir de nos savoirs et aussi à devoir composer avec d'autres paradigmes que le nôtre. Ça, c'est évidemment un challenge que de pouvoir travailler avec ça. Et donc, ça m'a convoqué à penser la répétition, mais dans sa singularité. Parce qu'évidemment, le ça se répète, on le connaît. Ça a été repéré, c'est reconnu, c'est partagé, c'est prouvé. La question n'est donc pas là, mais elle se centre sur la singularité de cette répétition et il me semble que ça nous renvoie à une certaine pragmatique. Alors, on sait, ça a été montré, que le parent négligent a souvent été un bébé négligé. Et donc, on pourrait s'attendre qu'il en repère les repères dès l'abord. Or, c'est tout le contraire. Il peut même dire ne pas en souffrir. Je ne dis pas comment dirais-je, la situation sociale, mais la négligence en elle-même peut apparaître comme quelque chose qui n'est pas repéré par le parent. Or, le bébé, lui, il repère extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il apprend très précocement que son corps ne sera pas investi, qu'il ne sera pas rejoint dans ses mouvements de rencontre. On le voit devenir très vite pâle, gris, ses orifices suintent, son enveloppe cutanée est irritée, il se fait petit, peu engageant. Il finit par s'éteindre parce qu'il a compris que ses mouvements de vie ne seraient pas rejoints. Et donc, il y a presque comme une dimension active du côté du bébé à provoquer la négligence. C'est-à-dire que je me suis toujours étonnée de voir, j'ai travaillé longtemps en hôpital, en pédiatrie, en maternité, en néonate, de voir que ces bébés-là, qui très souvent étaient présents au moment de rapport autour des infirmières parce que le parent n'était précisément pas là, eh bien, j'oubliais de les saluer. Et donc, ces bébés ont une capacité extraordinaire à se faire oublier. Alors, il faut savoir que moi, je travaille avec des tout petits. Moi, j'ai entendu beaucoup de prises en charge. En tout cas, vous parlez d'une prise en charge à partir d'1 an. Voilà, j'imagine que ça fait partie de votre protocole. Moi, je travaille avec des bébés encore plus jeunes. Mais ce qui m'a vraiment impressionnée, c'était cette capacité du côté du bébé à pouvoir activer et provoquer la négligence du côté du parent. Autrement dit, le parent n'est pas le seul acteur dans cette affaire-là, précisément la raison pour laquelle vous travaillez les diades. Mais donc, il y a lieu évidemment de rendre compte de cette part active, c'est ça à quoi je vais m'employer, et donc dans un premier temps, de réfléchir à la fois à cette absence de reconnaissance de la négligence du côté du parent, et à contrario, de l'identification précocissime que le bébé peut en faire. Et donc, je me suis demandé quelle lecture on peut se donner quand finalement un bébé négligé et ses parents seront accueillis dans l'unité parent-bébé chez nous, dans une chambre ou un studio qui était aménagé avec soin et goût. Et puis, qu'en un tour de main,
le lieu qui sentait bon s'imprègne d'une odeur âcre, la pièce qui était propre et rangée devient un foutoir crasseux, les langes sales jonchent le sol, et donc déprime quelque part l'intervenant. Et qui, de mon côté, m'a invité à penser cette part active et du coup à opérer un changement de perspective. C'est-à-dire que, ça je pense que ça a été suffisamment prouvé aussi, on ne peut plus appréhender la négligence uniquement par le versant insidieux d'une présence qui sera en creux, ou même d'un défaut de présence. Et la clinique montre que les registres de la carence et de l'absence ne suffisent absolument pas à rendre compte de la négligence. Et donc l'enjeu est tout autre. Il y a l'absence de présence ou à la non-concordance, il y aurait lieu de repérer les mouvements qui activent cette répétition. Il me semble qu'il y a dans la négligence quelque chose qui est à saisir, comme l'émergence d'un trait extrêmement vivant, mais qui vise l'extinction. Moi, je dirais l'extinction du pulsionnel, parce qu'il me semble que, alors on pourrait dire, pour se référer à la théorie de l'attachement, que ça vise aussi à désorganiser l'attachement, mais j'ai envie de le prendre en amont, parce qu'il me semble que la pulsion est aussi, et plutôt, le moteur de l'attachement. Et si bien qu'à la violence interne du bébé, qui est fondatrice de la mise en circulation du pulsionnel, comme capacité à faire appel et à convoquer l'autre, on assiste à une violence externe de l'autre qui viendrait éradiquer les mouvements de vie. C'est-à-dire que là où la mère, ou le parent plutôt, ordinaire, enveloppe et soutient son nouveau-né, les parents que moi je rencontre tiennent le nourrisson à bout de bras, le laissent jambes ballantes et pendantes dans le vide, et ces tout-petits ne font pas l'expérience d'être contenus et rassemblés. Ils sont aux prises avec des angoisses de démantèlement, de chute et de liquéfaction, et en retour, ils sont aussi incapables de se mouler et d'agir. Là où la mère ou le parent suffisamment bon s'installe pour la téter en offrant à son bébé un nid douillet, les bébés négligés ne savent pas du tout si le lait sera froid ou brûlant, rance ou caillé. Parfois, ils ne savent même pas s'ils seront nourris et rassasiés. Et donc, ils deviennent irritables. Leur bouche émet des cris stridents, des larmes perlent, et ces bébés-là ne séduisent plus. Et là encore, où la mère ou le parent tout venant prend plaisir à changer son bébé en découvrant avec joie cette odeur singulière, eh bien ici, pas du tout. Le bébé, les parents affichent un dégoût prononcé, évitent un corps à corps absolument insupportable, et leur bébé est tenu à distance, exactement comme celui de Segantini, oublié, laissé à l'abandon, et il s'éteint. Raison pour laquelle, effectivement, des dispositifs comme ceux qui ont été abordés ce matin sont importants pour pouvoir justement travailler cette dimension active de la négligence, mais qui est à repérer, il me semble, aussi bien du côté du parent que du côté du bébé. C'est ça que je voudrais apporter, parce que ce n'est pas sans conséquence. Et la clinique vient dramatiquement illustrer les effets de cette négligence sur le fonctionnement de l'appareil psychique. On l'a vu ce matin avec le PowerPoint sur finalement le fonctionnement du cerveau. Et donc, les ratages, en fait, dans l'orchestration des différents champs pulsionnels, donc dans l'orchestration des différents champs de l'échange, viennent hypothéquer les conditions d'émergence du sujet et donc tout ce qui constitue finalement la coordination du cerveau. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui est en jeu quand les soins primaires ne sont pas rencontrés du côté du bébé? Parce que c'est à ça qu'on est d'abord confronté. Alors, pour répondre à cette question, je vous invite à faire l'exercice de rencontrer un de ces bébés. Et ce bébé, c'est Amandine. C'est celui dont je parle dans le fameux article. Elle a 10 mots, parce qu'elle est enseignante, elle m'a enseigné tout de la clinique de la négligence. Et elle a un retard de développement important quand je la rencontre pour la première fois avec sa mère. J'apprends que son histoire néonatale est l'exacte réplique de celle de sa mère. C'est-à-dire que toutes les deux ont été retirées de la garde de leur propre mère pour négligence grave et placées chez la grand-mère, qui apparaît comme un chef de clan, un peu rapteuse d'enfants, mais qui est tout autant négligente. Si bien que, quelques mois plus tard, les deux enfants, la mère lorsqu'elle était bébé et aujourd'hui Amandine, sont séparés de leur grand-mère et retournent chez leur propre mère. Et donc, à la carence, vient se superposer les effets d'abandon redoublé. Et c'est là, je pense que c'est intéressant de nous repérer à partir du cadre d'une architecture structurale
calqué sur le modèle élaboré par Freud avec l'Édipe, pour pouvoir essayer de saisir l'enjeu de la conjugaison de ces répétitions et leur effet sur la construction psychique du tout petit. Alors, je m'oriente aussi à partir de Lacan, qui de fait a très peu écrit sur le bébé, mais son enseignement ouvre la voie et à saisir dans les écrits de Freud ce qui pourrait bien constituer finalement une esquisse du fonctionnement psychique du tout petit, soit ce qui pourrait poser les jalons pour une métapsychologie structurale du bébé. Et donc, parmi ces textes, je m'appuie sur deux des ouvrages de Freud, à savoir l'esquisse et Pulsion et Destin de pulsion. Ces deux textes ont été largement commentés par Lacan et j'ai tenté d'en extraire ce qui pourrait constituer des balises métapsychologiques pour penser et rencontrer le bébé. Alors, l'esquisse, c'est un des grands textes freudiens qui offre un modèle de compréhension de l'appareil psychique à ses débuts, dans la relation archaïque à son parent, père ou mère. C'est intéressant de voir que Freud ne parle pas de mère, il parle de fonction maternelle, et il la nomme le Demodemensch, à savoir celui qui est proche, celui qui se tient à côté du bébé. Alors, l'intérêt de ce modèle, par rapport à toutes les données psychanalytiques, et je suis pourtant psychanalyste, c'est qu'il signe un primat du réel sur le symbolique. Alors, c'est une vision qui m'apparaît tout à fait subversive par rapport justement aux données psychanalytiques qui privilégient toujours le symbolique par rapport au réel. Mais il me semble que c'est un modèle qui est résolument opérant si on s'inscrit du côté du bébé, parce que le primat du réel sur le symbolique ne dit rien de moins que l'urgente nécessité de prendre en compte le réel de l'organisme du bébé, ce que Freud appelait le réel ich. Et c'est parce que, en fait, le réel du corps du tout petit est rencontré et satisfait que le pulsionnel va pouvoir circuler. Et donc, on pourrait dire que cette rencontre avec l'organisme du bébé est un préalable à l'ouverture et à la mise en circulation des échanges. Enfin, nous-mêmes, on n'est absolument pas disponible à l'échange si on est douloureux. Or, une non-rencontre avec le réel du corps du bébé met le bébé dans un état douloureux. Je vais approfondir cette dimension. Mais en tout cas, ce primat du réel sur les symboliques, c'est une dimension qui n'était jamais apparue et que la clinique de la négligence m'a enseignée. Et donc, la trouvaille freudienne de l'esquisse, c'est de concevoir l'appareil psychique d'un point de vue quantitatif. Et donc, on est là, évidemment, au cœur des éprouvés du bébé, c'est-à-dire que le travail d'un psychisme naissant, c'est le traitement des quantités d'excitation venues de l'extérieur et issues aussi de l'intérieur de l'organisme. Alors, pour les stimulations extérieures, savoir, par exemple, un faisceau lumineux qui vient croiser l'œil du bébé, le bébé sait y faire. Il ferme la paupière, c'est bon. C'est l'arc réflexe et il sait tout à fait agir par rapport à ce milieu-là. En revanche, quand les quantités d'excitation sont endogènes, le modèle doit se complexifier. C'est-à-dire que l'arc réflexe ne suffit pas. Et Freud pense ici évidemment aux grands besoins que sont la faim, la respiration et la sexualité, mais on pourrait dire aussi ce qui cause le stress. Et donc, par exemple, le chaos dont on a fait état ce matin. Eh bien là, le bébé est tout à fait désarmé pour pouvoir agir sur son environnement interne et il lui faut absolument une aide extérieure. Et c'est là d'ailleurs, à partir de là, que se construit l'appareil psychique, puisque c'est parce que le bébé a besoin d'une aide extérieure et que l'autre doit être convoqué que les échanges vont pouvoir se mettre en place et donc que l'appareil psychique va pouvoir se construire. Donc l'idée d'un développement qui va tout seul, ça ne fonctionne plus, ça on le sait. Il n'y a pas un stade après un autre. Le développement est évidemment tout à fait tributaire des échanges et sans échange, il ne peut pas y avoir de développement. D'où l'importance de travailler autour de ces échanges et donc effectivement autour de ce qui se joue entre le bébé et son parent et on l'a bien montré là ce matin. Alors du coup, je vous ai parlé comme ça. Mais donc, ce qui se passe quand le bébé rencontre une satisfaction, c'est-à-dire quand, par la voie du cri, il interpelle son environnement pour pouvoir lui venir en aide parce qu'il est incapable de pouvoir lui-même se donner la satisfaction attendue, eh bien, il se passe trois événements qui sont extrêmement importants. Il y a d'abord une décharge qui met fin
au déplaisir. Et ensuite, il y a un frayage entre la décharge et l'action spécifique, c'est-à-dire entre la satisfaction et l'objet. Et puis, un investissement des neurones qui vont correspondre à la perception de l'objet. Donc, vous voyez que l'appareil psychique se met en route à partir du moment où il y a rencontre et donc satisfaction. Et on voit que l'activité du psychisme naissant va transformer du quantitatif en qualitatif, puisqu'il y a la perception de l'objet qui se met en place. Et donc, on a là très précisément une préfiguration de ce qui va pouvoir colorer les échanges et mettre en circulation le pulsionnel. Mais donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je le dis dans mes termes, hein, quand l'esquisse ne se réalise pas, c'est-à-dire quand le bébé n'est pas rencontré dans ses besoins primaires. Alors, on a évidemment un développement qui va être hypothéqué, mais pas seulement. Et c'est important d'ouvrir une autre dimension, qui est peut-être celle aussi qui nous met tellement en échec et qui nous met plutôt aussi en lien avec une certaine résistance du côté de la négligence à pouvoir aller vers autre chose. Alors, pour répondre à ces questions, qu'est-ce qui se passe quand le réel de l'organisme du bébé n'est pas rencontré? Freud va mettre en avant l'expérience de la douleur. Alors, on sait que pour un bébé ordinaire, l'expérience de la faim va produire des quantités d'excitation qui vont se manifester et se propager par la voie du cri. Et donc, ce cri va modifier l'environnement qui, du coup, va se mobiliser. L'environnement, entendez, le Nebenmensch, qui, du coup, va se mobiliser et va donner satisfaction au bébé. Mais le bébé qui est exposé à la violence de la négligence, lui, va vivre tout autre chose. C'est-à-dire qu'Amandine, quand elle a faim, elle va éprouver une excitation croissante qui va se propager par la voie du cri, comme chez les autres bébés. Mais ici, le Nebenmensch ne va pas offrir une expérience de satisfaction. Sa mère, en l'occurrence, était trop occupée à manger elle-même ou à répondre au téléphone. Et donc, les quantités d'excitation, au lieu de mener à l'apaisement, vont augmenter et ne vont plus permettre au système de par-excitation de pouvoir contenir l'excitation. Et donc, le travail de liaison pour ce bébé va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va devoir associer l'expérience de déplaisir à la perception de l'objet. Et si, évidemment, ça ne se produit que rarement, le souvenir va disparaître. C'est l'action du refoulement, et donc ça nous arrive tous les jours, cette affaire-là. Mais si ça se répète, alors le bébé est soumis à un autre travail psychique, c'est-à-dire que si le biberon attendu n'arrive jamais au bon moment, si les bras et le regard de la mère disparaissent soudain, et que ce sont les bras de la grand-mère qui tardent à venir ou qui ne vient pas, si à chaque fois les expériences d'apaisement et de satisfaction sont éconduites par la douleur, l'expérience à laquelle Amandine va être soumise a un effet traumatique. Et l'expérience traumatique empêche les processus de liaison. C'est-à-dire que le bloc traumatique, en fait, repousse les représentations et les émotions qui lui sont associées. Et donc, le bébé est privé à ce moment-là de tout moyen pour se représenter. Et c'est comme s'il faisait, au fond, une expérience de déshumanisation. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que je pense qu'il en résulte des mécanismes de défense, dont l'érotisation au trauma et à sa destinée de répétition. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a un attachement au trauma, et je pense que là se situe la part active et la difficulté à pouvoir mobiliser la répétition de la négligence. C'était exactement ce à quoi Amandine et sa mère ont été soumises, et c'est évidemment ce à quoi je me suis heurtée et qui m'a épuisée. C'est intéressant de voir que très tôt, je rencontre Amandine quand elle a moins de 10 ans, elle ressemble à sa mère, étrangement. Son regard est triste, ses cheveux tombent sur ses yeux et sont habités par les poux depuis toujours. Son nez coule, son body de panthère noire défraîchi est une copie conforme du survêtement porté par sa mère. Tout laisse penser que je suis la spectatrice d'une inéluctable répétition, alors que la mère me demande pourtant de rompre avec le cours de cette répétition. Alors, j'ai en tête, évidemment, la théorie des pulsions qui tente à créer, ce que vous mettez dans votre dispositif, des situations qui vont permettre de rencontrer le bébé. Mais c'est extrêmement compliqué de créer une dynamique de plaisir là où il y a érotisation, quelque part, du déplaisir. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va avoir effet de résilience dans ces situations-là?
Et c'est précisément ici, il me semble, qu'on ne peut pas faire l'impasse de l'esquisse et donc de se centrer sur le bébé, parce que ça m'apparaît être un levier absolument dynamisant. Et c'est Amandine qui me l'enseigne. Mère et fille sont assises sur le fauteuil de mon bureau. Amandine se tient toute raide. Donc, vous voyez l'observation, on l'a souligné aujourd'hui combien elle compte. Hein. Elle se tient toute raide sur les genoux de sa mère, qu'elle redécouvre après 6 mois. 6 mois sans voir sa mère. Sans bouger, sans rien initier, même du regard. On dirait qu'elle se tient à carreau. Sa mère me parle, et ce faisant, ses mains pressent doucement les pieds d'Amandine, puis elle se pose sur les petites mains. Cela se répète. Et moi, j'observe Amandine esquisser des mouvements entamés par sa mère sur son propre corps. Elle touche et découvre ses pieds, ses mains. Alors, la mère ne prend pas acte de ces mouvements parce qu'ils ne constituent pas encore vraiment un échange, mais je dirais plutôt un premier éprouvé perceptif d'Amandine pour son propre corps. Il y a un premier apaisement, comme une première scansion dans la répétition qui a lieu à la faveur du contenant qu'offre la séance, mais aussi des soignants qui assurent enfin un relais dans la rencontre des besoins primaires. Amandine paraît du coup plus détendue et sa mère aborde la séparation qu'elles ont vécue. Elle évoque l'arrachement et le placement d'Amandine qui, du jour au lendemain, a été soumise à la permutation d'une grand-mère en place de mère. Et moi, je pense, sans l'énoncer, à cet autre arrachement qui, du jour au lendemain, lui a fait perdre la grand-mère et retrouver sa mère. Et alors, à ce moment très précis, tout le petit corps d'Amandine se crispe. Sa bouche se déforme, elle sanglote et je la vois s'effondrer. Alors, tout le monde n'a pas les ressources et cette capacité à faire entendre à l'analyste où il en est dans sa déconstruction. Et c'est pourquoi ça me paraît tellement important de se repérer à la lumière d'un modèle structurant. La réalisation de l'esquisse, c'est-à-dire la prise en compte par les soignants du corps du bébé dans des expériences de satisfaction, va avoir pour effet de le faire exister suffisamment pour permettre à Amandine de se séparer des expériences de déplaisir et de se distancier de sa mère. C'est une deuxième scansion. Elle évite sa mère, ostensiblement. Triste et hypotonique dans ses bras, elle s'anime et babille dès qu'elle me voit. En séance, elle initie avec moi des jeux qui excluent activement sa mère. Mieux, elle met en scène tous les manquements de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à biberonner et à materner les bébés, toutes choses que sa mère ne fait pas. Elle les met au lit, les borde. Alors cet évitement sélectif me met évidemment dans l'embarras. Et il me semble intolérable pour la mère qui pourtant s'en défend. Alors sans doute parce qu'elle est encore elle-même aux prises avec le déplaisir, qu'elle n'a pas encore pu faire le travail de liaison opéré par sa fille. Mais cet évitement vient aussi nous indiquer pour Amandine la reprise possible d'un pulsionnel laissé à l'arrêt et une possibilité d'érotiser autre chose que le déplaisir. Alors la prise en compte de ces doubles mouvements fait partie des difficultés évidemment du traitement de ces dyades et je sais pertinemment que je suis en porte-à-faux avec de nombreux écrits qui mettent en parallèle le fait qu'il y a lieu, en s'occupant du bébé, de pouvoir tenir compte aussi du bébé négligé qui se trouve dans le parent. Je prends le parti dans ma clinique de travailler là où le trait, alors c'est effectivement le titre de mon dernier ouvrage, où le trait insiste, là où il y a du vivant. Et il me semble que le vivant est particulièrement à saisir du côté du bébé. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me centre principalement sur le bébé, tout en accueillant évidemment le parent et en me construisant l'hypothèse que ce pari à l'endroit du bébé va être mobilisateur pour le parent. Et effectivement, c'est ce pari qui va être le deuxième temps de la prise en charge, un pari d'abord à l'endroit du bébé et ensuite à l'endroit de la mère. Alors, c'est tout le travail, le pari à l'endroit du bébé, que je me suis employée à faire sous le regard intéressé de la mère. C'est-à-dire qu'en m'intéressant à son bébé, elle a eu envie quelque part de le regarder autrement. Et petit à petit, j'ai repéré qu'elle habillait sa fille tout à fait autrement, en rose. Ou bien qu'elle attendait mon arrivée dans l'unité pour mettre un petit nœud dans les cheveux et dégager son regard. Alors, mes collègues pointaient bien, tu sais, elle ne fait que ça que quand tu arrives, mais elle le faisait. Et ça me paraissait tout à fait important. C'est-à-dire qu'elle avait toutes sortes d'attentions qu'elle n'avait jamais pu avoir et qui l'ont amenée finalement à me dire, vous savez, j'habille plus Amandine comme moi maintenant.
je l'habille comme une petite fille. Et vous voyez le décalage entre elle et son bébé qui s'opère. Et donc, je me construis l'hypothèse que d'investir narcissiquement le bébé, c'est une façon aussi d'investir le parent, narcissiquement, puisque son bébé est quand même un objet qui est en partie quand même lié aux parents. Voilà. Alors, qu'elle puisse me dire, vous savez, j'habille maintenant Amandine comme une petite fille, ça vient quand même tout à coup lui donner une identité qui me paraît tout à fait prometteuse et qui vient surtout signer la capacité de cette mère à pouvoir se séparer d'une répétition et occuper une place humanisante pour sa fille. Alors, c'est intéressant de voir, c'est comme quoi on disait ce matin, c'est une clinique de la singularité, c'est même une clinique du détail, celle de la négligence. Parce que parallèlement, j'avais pu prendre soin de la mère, et c'est le deuxième pari, à la faveur d'une opportunité dont je me suis emparée. Je parcourais son dossier, en fait, pour y glisser mes notes, et je tombe sur une lettre écrite par cette maman. Je la prends, je la regarde, et j'interroge l'équipe. Alors, l'avis est unanime, c'est l'écriture de la maman d'Amandine. Une écriture absolument parfaite et calibrée. Les lettres étaient rondes et alignées, le tracé ne souffrait d'aucun dépassement, pas le moindre écart. Et donc, il y avait en fait un soin et une rythmicité qui ne pouvaient que convoquer l'étonnement et l'admiration. Je me disais, mais comment une mère aussi négligée et négligente peut avoir une écriture aussi soignée? Je le dis à la mère, je le dis en séance, en réunion, devant les autres mères, enfin je le dis à tue-tête, et je lui dis, mais c'est que vous avez une très haute idée du soin et du beau pour pouvoir avoir une écriture si belle et si soignée. Moi, j'ai vu cette mère rougir pour la première fois de plaisir et de fierté. Et donc, c'est cette érotisation singulière du beau qui, chez elle, a eu effet de mobilisation et de résilience et qui a permis finalement d'en faire autant avec sa fille. Alors, ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est qu'on a eu l'occasion dans l'unité d'accueillir son deuxième bébé parce que très souvent, il nous arrive dans l'unité de prendre en charge un parent avec le bébé et puis une deuxième grossesse a lieu. Et on a, alors pas toujours avec les réjouissances attendues de la part de l'équipe, mais ce qu'il y avait de tout à fait singulier, c'était à la naissance de ce deuxième bébé, cette mère avait une capacité absolument hors norme à laisser Amandine ouvrir la valise qu'elle avait préparée pour la naissance du bébé, prendre tous les habits qu'elle avait soigneusement rangés. Alors ça m'a épatée. Une capacité à ranger tous les habits du nouveau-né et à pouvoir supporter qu'Amandine les défasse, les touche, se les approprie, chose qu'un parent ordinaire aurait peut-être pas laissé faire. Et donc, c'est là où la clinique de la négligence me paraît tout à fait importante. Et on soulignait ce matin, il est important de souligner les points positifs. Je rejoins complètement cette affaire-là, mais ça nous demande de nous défaire d'un paradigme, de nos normes, et de pouvoir aller à la rencontre de ce qui constitue une autre norme, et pas une norme contre une autre. Voilà, je vous remercie.